Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, aujourd'hui c'est le 30 juin 2013. Voilà 53 ans que notre pays, le Congo, est indépendant. Quel bilan pouvons-nous tirer de ces 53 dernières années? Y a-t-il des motifs de se réjouir au-delà de l'indépendance nominale? La première chose que nous pourrions faire aujourd'hui, c'est de rendre un hommage mérité aux pères et aux mères de notre indépendance. Ils ont su se battre pour défendre leurs idées et défendre l'idée de l'indépendance de ce grand pays qui est au cœur de l'Afrique. Toutefois, il faut souligner que, comme vous venez de le mentionner, l'indépendance nominale n'était pas suffisante. Aujourd'hui, il nous appartient, il appartient aux fils et aux filles de notre grand et beau pays de pouvoir se réapproprier cette indépendance en procédant par une réécriture sans complaisance de notre histoire avec les forces en présence impliquées dans la lutte contre notre indépendance. C'est là que je voudrais, avant de répondre comme il se doit à votre question, rendre un hommage mérité à Patrice Emery Lumumba, lui qui a su assez tôt indiquer les véritables questions face auxquelles notre grand et beau pays était confronté. C'est entre autres la question de la terre dont les Congolais devraient avoir la maîtrise, c'est-à-dire de la terre avec ses ressources naturelles, ses ressources du sol et du sous-sol. Mais Lumumba a aussi su identifier les ennemis extérieurs. C'est l'impérialisme et le colonialisme. Aujourd'hui, on peut parler d'un colonialisme. Mais Lumumba a aussi su identifier l'ennemi intérieur, c'est-à-dire cette tendance des politiques congolais à pouvoir multiplier à l'infini le nombre de partis politiques au point de pouvoir faire le jeu du néocolonialisme et de l'impérialisme, c'est-à-dire le jeu du diviser pour régner. Alors, quand vous me demandez de dire s'il y a aujourd'hui les motifs d'être, de se réjouir de ce jour, je dis oui, il y en a. Il y en a parce que nous avons encore de dignes fils et filles du Congo qui sont debout et qui se battent pour que cette indépendance ne puisse pas être considérée comme un vain mot. Mais il y a aussi des raisons d'être tristes. Les raisons d'être tristes, c'est que nous avons connu 32 ans de dictature mobusienne et de dictature avilissante et abrutissante. Après Mobutu, nous venons de connaître plus de 2 décennies de dictature plus qu'assujettissante et abrutissante. Et aujourd'hui, vous avez, comme à l'époque coloniale, des hommes politiques qui sont emprisonnés et il y en a un qui risque de mourir par la faute des capitaux médaillés qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'ai parlé de Demi Dongala. Oui, très bien, M. Mbelou, on en reparlera un peu plus tard. Mais oui, vous avez cité Lumumba. Et moi, j'ai envie de vous demander, de Lumumba, en passant par Mobutu, pour finir avec les Kabila, que reste-t-il du combat de Patrice Emery Lumumba? Ce qui reste du combat de Patrice Emery Lumumba, c'est cet attachement des Congolais et des Congolaises. J'ai fait beaucoup plus allusion aux dignes fils et filles du Congo. C'est leur attachement à leur terre-mère. Cela n'a pas pu être balayé d'un revers de la main par le colonialisme et l'impérialisme. Il reste encore dans la tête de plusieurs dignes
fils et filles du Congo, le patriotisme avec lequel Lumumba a mené sa lutte. Mais j'ajoute, pour paraphraser un peu Boniface Moussavouli, qui a fait un article remarquable portant la question que vous venez de me poser, l'héritage de Lumumba est fragilisé par le fait que la conscience collective est en train de s'affaiblir. Il y a un travail à faire pour que la conscience collective puisse devenir active et que l'identité congolaise puisse s'affirmer davantage par-delà nos différences ethniques et tribales. Or, aujourd'hui, on remarque qu'il y a des fractures sérieuses dans l'affirmation de cette identité et de cette conscience collective liées au fait que nous avons aujourd'hui une classe politique médiocre qui fait de l'ethnie et de la tribu une référence pour pouvoir neutraliser l'héritage nationaliste et patriotique que Lumumba nous a transmis. Là, il y a un danger sérieux. Alors, quand vous pensez par exemple à cette histoire de la décentralisation qui va dans le sens de pouvoir satisfaire les instincts égoïstes et égotistes de cette classe politique médiocre, on se dit que cet héritage de Lumumba est en train d'être sapé par une classe politique sans conscience. Dieu merci, les minorités organisées et agissantes ne baissent pas la garde. Mais Jean-Pierre Mbelou, vous parlez du tribalisme, on le sait bien, c'est une réalité sociologique bien connue chez nous, et même dans la diaspora, certains continuent à se référer à la tribu pour aller dans certains regroupements, voire associations, ASBL. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf que d'ignorer cela? C'est une réalité sociologique de chez nous, le tribalisme. Ignorer cela, non. Mais posez-vous toujours la question de savoir qui paye ceux qui travaillent pour le tribalisme et l'ethnicisme. Ah, il faut toujours aller derrière ces gens-là pour voir qui les paye. Parce que lutter contre la conscience collective congolaise et l'identité congolaise pour pouvoir s'orienter dans le sens du tribalisme et de l'ethnicisme, c'est faire le jeu de l'ennemi qui ne jure que par le principe du diviser pour régner. Et ces gens-là sont payés par l'ennemi qui voudrait diviser pour régner. À Kinshasa, aucune manifestation festive ne sera organisée aujourd'hui le 30 juin. C'est Radio Okapi qui livre cette information et c'est le ministre de l'Intérieur congolais Richard Mouège qui a donné cette information. Il dit que la journée de l'indépendance sera célébrée dans la méditation en signe de solidarité avec les Congolais qui vivent dans l'espace occupé. Est-ce une bonne idée de la part du gouvernement de Kinshasa? Je ne répondrai pas d'abord à votre question, je reposerai une autre question. Quand Richard parle de l'espace occupé, il fait allusion à l'Est. Or, c'est tout le Congo qui est sous occupation et sous tutelle. Il devrait aller un peu plus loin. Le Congo occupé, le Congo ployant sous le joug du néocolonialisme et de l'impérialisme, le Congo devenu la colonie de la communauté dite internationale ne peut pas se permettre ce luxe-là d'organiser des manifestations pour fêter notre indépendance nominale, comme vous l'avez dit. Mais est-ce à Richard qu'il appartient de nous dire ce que nous devons faire, parce que Richard et le gouvernement d'occupation participent du jeu du néocolonialisme et de l'impérialisme, du jeu de la mise sous tutelle du Congo par les forces impérialistes et le néocolonialiste. Vous voyez, là, c'est un piège que le gouvernement auquel Richard participe est en train de nous tendre, parce que ce gouvernement
est en train de nous proposer que nous puissions faire une cohésion autour d'une figure qui participe de cette occupation, mais qui voudrait aujourd'hui se présenter à nous comme le dénominateur commun de notre lutte contre l'occupation du Congo. J'ai parlé de M. Joseph Kabila. Quand vous lisez l'ordonnance qu'il a signée pour l'organisation des concertations nationales, vous vous rendez compte que c'est monsieur qui n'a pas pu jouir de la légitimité politique après les élections bidons de 2011, est en train de lutter pour récupérer cette légitimité en organisant les concertations nationales, les concertations qui vont le mettre au cœur de toutes les activités qui pourront être organisées. Donc, chaque fois que nous analysons les questions de notre pays, nous devons être très attentifs aux pièges que nous pose, que nous tend, le gouvernement d'occupation en place au Congo. Ces gens-là sont très très malins, je dirais, ils sont très rusés. Ils veulent se légitimer après avoir truqué et fraudé aux élections. Ils veulent maintenant se légitimer en nous disant, vous voyez, l'Est est occupé, il faut que nous puissions nous battre pour réaliser la cohésion nationale. Or, ce n'est pas que l'Est qui est occupé, c'est tout le Congo qui est occupé. Et le comble est que même les ministères de notre pays sont agencifiés. Hein, je vous renvoie, comme je le fais d'habitude, au livre publié sur la RDC face au complot de la balkanisation d'implosion. Vous lisez, vous vous rendez compte que même les ministères auxquels M. Richard appartient sont agencifiés et sont devenus les lieux de la mise sous tutelle du Congo par la fameuse communauté internationale. Très bien. Autre chose, réunis en assemblée plénière du 24 au 28 juin à Kinshasa, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont démis l'abbé Malo Malo de ses fonctions de directeur général de l'Institut panafricain cardinal Martino. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information également. Et dans le même document, la SENCO indique également que l'abbé Malo Malo, qui a opté d'œuvrer au sein de la CENI, sera pris en charge par son évêque qui appliquera à son endroit les sanctions canoniques qui s'imposent. Monsieur Mbelou, est-ce que cela n'est pas une manière pour la SENCO de botter en touche et de refiler la patate chaude à Serakouli? Non, pas du tout. La SENCO a été cohérente avec elle-même. La SENCO, c'est l'ensemble des évêques du Congo réunis qui décident et qui avaient dit que les prêtres, les religieux de notre pays ne devaient pas participer à la commission électorale nationale indépendante. Monsieur l'abbé Apollinaire Malo Malo en a fait à sa tête, et la SENCO, pour être conséquente avec le principe qu'il avait émis, désavoue, il y a là un désaveu de l'abbé Apollinaire Malo Malo. Mais la SENCO respecte le principe de subsidiarité en se disant, ce prêtre appartient à une église locale et les décisions le concernant en dernière analyse appartiennent à son évêque, à son ordinaire. Alors il appartient aujourd'hui à l'évêque de l'abbé Apollinaire Malo Malo de nous dire si il opère avec ses compères, ses confrères dans l'épiscopat, ou s'il choisit de pouvoir soutenir son prêtre contre la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc c'est là l'enjeu de la décision que la conférence épiscopale nationale du Congo a prise. Hein? Elle a été conséquente avec elle-même. Elle a agi en respectant le principe qu'il avait émis. Et maintenant, on va voir comment
Monseigneur Serfouli va pouvoir décider. Mais est-ce que vous pensez que Serakou, l'évêque Serakou agira, puisqu'on le voit ces dernières années, Malo Malo a toujours joué d'une liberté considérable les mouvements. Il est expert pour les comptes de la présidence, expert pour le gouvernement congolais. Je pense qu'il a toujours fait tout cela avec le soutien de son évêque. Ah, c'est ce que nous pensons, mais maintenant, ce que vous pensez, mais maintenant, nous allons voir si cet évêque va se désolidariser des autres. Parce qu'il y a là un désaveu cinglant de l'abbé Apollinaire Malumalou dans le chef de la conférence épiscopale nationale du Congo. Si son évêque n'applique pas les sanctions qui lui auraient été proposées par la SENCO, c'est que il se désolidarise de ses confrères et accepte de garder son prêtre dans le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui au Congo. Mais l'acte que la SENCO vient d'opposer est un acte que je trouve crédible dans la mesure où il n'est pas possible à une église exerçant dans notre pays sa fonction prophétique de pouvoir soutenir des personnalités de ses rangs qui coalisent avec un pouvoir qui sème la mort et la désolation au Congo. Moi j'avais peur, rappelez-vous certains articles que j'ai écrits ces derniers temps, j'avais peur que la SENCO, en ne désavouant pas l'abbé Apollinaire Malumalou, ne puisse susciter dans nos populations le rejet de notre Église comme corps du Christ et institution au cœur de notre pays. Et dans son communiqué, la SENCO poursuit en affirmant ces cas déplorables de M. l'abbé Malumalou a donné aux évêques, membres de la SENCO, l'opportunité d'exhorter et de rappeler à tous les ecclésiastiques, prêtres religieux et religieuses, la noblesse de leur identité dans l'Église et l'impératif d'honorer ces exigences dans leur vie et leur ministère. Est-ce là le service minimum que la SENCO pouvait faire dans cette affaire? Est-ce le service minimum? Attendons lire le communiqué de la SENCO elle-même. Là, nous avons le compte rendu qu'en fait la radio Okapi. Lisons le communiqué de la SENCO elle-même et nous verrons ce qu'il dit réellement. Ce que ce communiqué-là dit réellement. Mais, comme je venais d'en parler, la SENCO avait émis un principe. Monsieur l'abbé est allé à l'encontre de ce principe-là et la SENCO est restée cohérente avec elle-même en procédant à cette démission-là. Et j'ai même l'impression que la démission doit venir des instances beaucoup plus hautes que la SENCO, parce que ce n'est pas la SENCO qui avait seul nommé M. l'abbé Apollinaire Malumalou au poste dont il vient d'être démis maintenant. Vous pensez qu'il pourrait contester cela? Bon, l'Église a sa façon de fonctionner. Il peut contester, mais il ne saura pas s'imposer. Parce que même si la décision de le nommer venait des instances plus hautes que la SENCO, cette décision ne pouvait pas rentrer en application sans que la SENCO l'ait avalisée. Donc c'est la SENCO qui est son employeuse et la SENCO a le droit de pouvoir le démettre. Bon, alors maintenant à la CENI elle-même, la nouvelle équipe dirigeante de la CENI est entrée en fonction le jeudi 27 juin. Ces 13 membres ont tenu leur première séance plénière à Kinshasa avant la cérémonie de remise et reprise avec le précédent bureau. Et dans ce monde de circonstances, prononcé à l'ouverture de cette plénière, Apollinaire Malumalou a promis que son institution allait fonder son action sur les valeurs d'impartialité, d'indépendance et de transparence. Jean-Pierre Mbelou, quel crédit peut-on accorder à ces propos? Aucun crédit. Aucun crédit, pardon. Aucun. Essayez de repasser en revue
toutes les déclarations faites chez nous depuis que le pouvoir d'occupation est là, ce pouvoir d'occupation ne respecte aucun de ses engagements. Aucun. Les déclarations se succèdent les unes après les autres. Les promesses se succèdent les unes après les autres. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais ces messieurs-là et ces dames-là n'ont aucune crédibilité. Aucune. Et si nous nous fions à leur rhétorique, c'est que, comme je l'ai dit l'autre fois, n'auront plus que nos yeux pour pleurer. Il ne faut jamais se fier à ces gens-là. Ils ont adopté un double discours comme leurs parents. Il y a le discours officiel qui est mielleux, mais il y a le discours officiel que nous ne connaissons pas, qui dit tout à fait autre chose. Dites-moi, comment pouvait-on aller chercher un expert du gouvernement pour en faire un membre de la société civile et le mettre à la tête d'une commission électorale nationale dite indépendante? Quelque part, nous sommes pris, pour la plupart d'entre nous, nous sommes considérés comme moins que rien, comme des imbéciles. On nous roule régulièrement de la farine et c'est indigne des gens, des citoyens et des citoyennes qui ont quand même une certaine capacité de penser et de juger. Ce n'est pas normal. Un mot sur la passation des pouvoirs entre les deux équipes, puisque semble-t-il, elle se serait déroulée de manière un peu théâtrale. Il semble que Ngoï Molunda aurait fait de la résistance jusqu'au bout, puisque prévu dans l'avant-midi, c'est finalement dans l'après-midi qu'elle se serait déroulée. Qu'est-ce que cela vous a-t-il inspiré? Mais vous-même, vous avez utilisé l'expression qu'il faut, c'est du théâtre. Mais ces gens-là se connaissent très bien. Ce sont des copains et des coquins qui travaillent depuis très longtemps ensemble. Ils savent comment amuser la galerie et régler le reste de leurs préoccupations entre eux. Et ça, c'est la face officielle. Mais il y a la face officieuse que nous ne connaissons pas. Ne nous fions surtout pas à cette théâtralisation de la vie sociale et politique de notre pays. Très bien. Dans une ordonnance lue à la télévision publique le 27 juin, Joseph Kabila a annoncé la création d'un forum national dénommé Concertation nationale. Ces forums, dont les dates d'organisation seront fixées par son présidium, a pour objet, je cite, la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir et débattre en toute liberté et sans contrainte des voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national afin de mettre fin au cycle des violences dans l'est du pays, d'accélérer le développement du pays dans la paix et dans la concorde. Fin de citation. Jean-Pierre Mbelou, ce forum a été longtemps annoncé et ses contours demeurent pour le moins flous. Y a-t-il vraiment intérêt à l'organiser? S'il vous plaît, regardez. Pourquoi est-ce qu'on parle de la violence à l'est du pays et non dans tout le pays? Tout le pays ploie sous le joug de la violence. Si nous allons au sud-est de notre pays, les Maïmaï Bakata sont en train de mener la vie dure à nos compatriotes qui sont là-bas. Si nous allons à Kananga, par exemple, il y a au moins 3000 militaires rwandais qui sont à l'EFO. Si nous allons à Kinshasa, aucun responsable politique contredisant, critiquant sérieusement le pouvoir actuel n'a droit à la parole dans les médias publics. Regardez, nous risquons d'apprendre demain que Denis Nongala est mort. Mais ce monsieur, on le maintient en prison, pourquoi? Pourquoi est-ce que Chaloupa est en prison? Pourquoi est-ce que Gabriel Mokia est en prison?
Pourquoi est-ce que qui c'est l'ami de Sauver le Congo, Coutinho est en prison? Les Edi Kapende et les autres, pourquoi sont-ils maintenus en prison sans être jugés? La violence est partout chez nous. Et celui qui gère la violence chez nous, c'est celui qui est au cœur de ces concertations nationales, Joseph Kabila. Monsieur Étienne Nandou a validé l'organisation de ces concertations nationales. C'est accepter de mettre une croix sur la vie et la survie de notre pays. Ce jeune monsieur est très malin. Oui. Jean-Pierre Mbelou, la diaspora congolaise sera invitée à ces fameuses concertations. Avez-vous été contacté? Vous verra-t-on à Kinshasa à ces concertations? La diaspora congolaise, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'argent venu de Kinshasa pour pouvoir corrompre la diaspora congolaise. Il n'est pas interdit que nous nous rendions compte d'un moment à l'autre que la diaspora congolaise ou une certaine diaspora congolaise va se rendre à Kinshasa. Mais nous devons arrêter de nous leurrer. Moi, Jean-Pierre Mbelou, je ne serai pas, je ne me vois pas en train de me risquer sur un terrain où la justice n'existe pas, où la violence est permanente, où on fait des Congolais des moutons de panurge qui doivent répéter les thèses d'un pouvoir d'occupation. Je ne me vois pas engagé dans une opération comme celle-là, même si on me donnait des milliards. Je n'irai jamais. Parce que le problème fondamental, c'est lequel? C'est de pouvoir légitimer un pouvoir d'occupation, un pouvoir os. C'est de pouvoir donner à monsieur Joseph Kabila ce qu'il n'a pas pu avoir officiellement, légalement, légitimement aux élections de 2011. C'est comme nous oublions vite, comme nos compatriotes oublient vite. Il y en a qui vont y aller en disant cette fois-ci sera la bonne. Mais si nous nous leurrons en nous orientant dans ce sens-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Mais Dieu merci, tous les Congolais ne sont pas bêtes. Tous les Congolais ne sont pas aussi bêtes que cela. Il y en a qui aujourd'hui disent qu'ils tiennent à appliquer l'article 64 de la Constitution congolaise pour faire échec à ce gouvernement d'usurpation. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ne mettent plus sur la place publique tout ce qu'ils mijotent comme stratégie pour pouvoir faire échec à ce gouvernement d'occupation. Dieu merci. Même si ils sont minoritaires, mais c'est une voix qui doit porter parce que, cette voix s'est rendue compte qu'il est question d'un gouvernement d'occupation et en plus, c'est une voix qui essaie de s'organiser tant bien que mal pour pouvoir offrir le meilleur d'elle-même à notre pays. Jusqu'où ira-t-elle? Nous ne savons pas, mais elle aura eu le mérite d'avoir essayé, d'avoir osé. Mais l'organisation de ces forums, ce n'est pas une sorte de main tendue que le pouvoir lance à ses opposants, à ses adversaires politiques, de trouver une solution sur la manière de mettre fin à cette crise consécutive à ces élections contestées de 2011? Ce n'est pas une main tendue, c'est une façon de se moquer des Congolais. Vous savez, quand on organisait la table ronde sur le Congo ici à Bruxelles, avant notre indépendance en 60, Lumumba avait été emprisonné. Les Congolais qui devaient venir à la table ronde ont dit, si Lumumba n'est pas là, nous ne siégeons pas. Lumumba a dû être libéré. Aujourd'hui, nous aurions cru à une main véritablement tendue si les prisonniers politiques pouvaient être libérés, si en dehors de... Moi, j'ai sur ma table ici l'ordonnance du 26 juin 2013
portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Quand vous lisez cette ordonnance, en certain moment, vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Tout est fait pour que le pouvoir d'occupation puisse être légitimé. Ce n'est pas une main tendue. On aurait cru à une main tendue si ces messieurs-là étaient devenus un peu humbles et qu'ils avaient dit, au lieu que tout soit concentré entre les mains des hommes de main de Joseph Kabila, on crée une commission neutre qui gère la chose. Non, tout, mais lisez l'ordonnance, tout finalement sera coordonné par le président de la République qui ira, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que le Premier ministre sont chargés, ça c'est l'article 15, mais vous avez un article qui vous dit que c'est voilà. L'article 12. À l'issue de leurs travaux, les délégués aux concertations nationales remettent au président de la République par le présidium les conclusions auxquelles ils ont abouti à sortir des recommandations formulées sur des questions visées à l'article 10 de la présente ordonnance. Le président de la République rend compte des dites conclusions et recommandations de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès en présence des chefs des corps constitués et des invités. Et quand vous voyez la composition, les propositions de composition des membres de ces concertations-là, mais la majorité dite présentielle, à la part de Lyon, parce qu'il y a en dehors du gouvernement, en dehors des membres de choses qui sont à l'Assemblée nationale et je ne sais plus où, il y a les invités du chef de... Non. Joseph Kabila se moque de nous, il s'est suffisamment moqué de nous, et peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais un jour il finira par le payer. Il finira par le payer. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça indéfiniment. Non, il y en a marre. Il peut régner par défi, mais il y a de ces actes-là qu'il pose qui montrent que il obéit à son principe. Son principe, c'est que le chien aboie, la caravane passe. Et la caravane peut même écraser le chien. Nous sommes ces chiens qu'il veut exterminer, comme il en veut à Domine Dongala, et il va le tuer. Hein? Sa femme a été invitée pour qu'elle aille apporter des médicaments, des seringues, je ne sais quoi, pour qu'on puisse soigner Domine Dongala. Domine Dongala risque d'être un cadavre après plusieurs cadavres. Et je pense que, contrairement à ce qu'ils pensent, la patience des Congolais finira par atteindre ses limites et il comprendra qu'il ne peut pas tout se permettre sur le sol congolais. Oui, justement pour finir, un mot sur Eugène Domine Dongala, dont l'état de santé se serait détérioré ces derniers jours. C'est son épouse qui a lancé cette alerte, relayée ici en Belgique par Rigobert Kouta. En savez-vous davantage? Ah ben j'en sais davantage parce que j'ai essayé d'échanger avec l'épouse de jeune Domine Dongala. Domine Dongala, c'est un prisonnier politique. Un prisonnier politique dont l'avocat est aujourd'hui poursuivi par le pouvoir d'occupation de Kinshasa. Donc Domi n'a même pas un avocat. On ne supporte même plus qu'il y ait des avocats qui puissent défendre sa cause. On le veut mort pour pouvoir taire toutes les voix dissidentes du Congo, et on nous fait croire qu'aux concertations nationales on va pouvoir mettre autour d'une même table l'opposition à l'Assemblée nationale et l'opposition hors de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on le fait après avoir juré par la mort, de Domine Dongala? Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant et pas avant? Ce sont des choses calculées. Taire toutes les voix dissidentes. Et si aujourd'hui au Congo, nous avons une opposition digne de ce nom, nous avons les forces acquises au changement digne de ce nom, je crois
que ces concertations dites nationales devront être boycottées. Ça va traîner pour que nous puissions reconquérir notre véritable indépendance, mais ça vaut la peine que ça traîne, que ça prenne le temps que ça prend, au lieu d'aller nous asseoir à une même table avec un pouvoir d'occupation qui nous jure que par la mort des meilleurs d'entre nous. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.